Euh, donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment au cœur de l'économie circulaire parce que j'ai une entreprise dont le cœur d'affaires et la mission a été en 2012. Mon entreprise a été lancée en 2010, mais c'est en 2012 qu'on a vraiment cristallisé l'économie circulaire au cœur de notre mission. Parce qu'au début, on voulait juste faire du recyclage, mais on s'est rendu compte que le recyclage, c'est bien, mais on peut aller encore plus loin. Donc, on va vous expliquer c'est quoi ce plus loin-là aujourd'hui, qui est l'économie circulaire, une économie dans laquelle on a déjà un pied de mis, ben, je dirais le gros orteil, mais dans lequel il va falloir s'impliquer de plus en plus, selon moi, selon ma perception. Tout d'abord, on va faire un retour dans le passé. On va regarder c'est quoi le modèle traditionnel d'économie au niveau environnemental, c'est-à-dire l'économie de type linéaire. Quand on est en économie de type linéaire, ça veut dire on extrait, puis on met nos rejets quelque part. Où est-ce qu'on met les rejets? On les met dans l'eau, dans l'air, puis dans le sol. C'est vraiment les trois seules choses qu'on peut polluer sur la planète. Il n'existe pas d'autres choses. C'est triste, mais s'il y en aurait d'autres, je suis sûr qu'on trouverait le moyen de le polluer. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on se sert de l'air, de l'eau et du sol pour stocker nos rejets, ce qui n'est pas nécessairement l'approche la plus viable à très long terme. Donc, c'est ça. Au niveau de l'économie linéaire, il y a deux types de rejets que l'on a. Il y a les rejets biologiques. Les rejets biologiques, c'est tout ce qui sert du secteur agroalimentaire, par exemple, agroforestier, tout ce qui est vraiment lié à la production animale et de plantes. Et les produits techniques, c'est ce qui est fabriqué par l'homme, qui est complètement artificiel, que l'on fait principalement dans l'usine manufacturière. Donc, l'économie linéaire, c'est vraiment un schéma où est-ce qu'on extrait des ressources, OK? C'est-à-dire, on va dans la terre, on creuse. Qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on ramasse? On ramasse du pétrole, on ramasse des minéraux, on ramasse aussi des produits forestiers, des produits de l'agriculture. On extrait, puis après ça, on en consomme une partie, on rejette le reste. De l'extraction, après ça, on va produire pour consommer. On va faire une consommation de production. C'est-à-dire, on utilise les produits qui sont extraits, soit biologiques ou techniques. On les transforme, on leur donne une seconde, deuxième transformation. Évidemment, quand on fait cette transformation-là, aussi, on a des rejets. Et après ça, on consomme. Lorsqu'on consomme, le produit arrive à un moment donné en fin de vie. On fait d'autres rejets, mais évidemment, c'est toujours des rejets qui sont solides, gazeux ou liquides, qui s'en vont dans l'eau, dans l'air et dans le sol, qui sont les trois endroits de stockage privilégiés pour nos rejets. Mais évidemment, ça, c'est pas très, je dirais, naturel. Est-ce qu'il y a un animal sur la Terre que ses rejets ne sont pas réutilisés d'une certaine façon? À peu près tous les animaux sur la Terre, sauf l'homme. Puis ça ne fait pas depuis très longtemps non plus. Ça ne fait pas 10 millions d'années que c'est comme ça. On parle de la révolution industrielle où est-ce que l'homme a commencé à devenir de plus en plus enfouisseur, que ce soit dans l'eau, l'air ou le sol. On envoie nos rejets quelque part. Et ça s'est vraiment accéléré avec toute la révolution industrielle. Dans le 18e siècle, ça paraissait pas. On avait de la place en masse. Là, on commence à emborder excusez-moi, le 10e siècle. Le 20e siècle, au début, c'est pas si pire encore, ça va très bien. Mais dans les années 70, on commence à noter des changements. Des changements au climat, des changements à la couche d'ozone. On a de moins en moins de place pour stocker les déchets. Puis là, on se rend compte que dans le 21e siècle, ce modèle-là ne pourra probablement pas marcher pour le prochain siècle puis les autres encore. Comme par exemple, on parle de la fin de la disponibilité déjà de certains minéraux. Certains minéraux, il faut aller les chercher tellement loin puis tellement creux maintenant dans le sol pour les extraire que ça coûte de plus en plus cher. Puis on se demande, est-ce qu'on va continuer à aller en chercher? Mais à un moment donné, on va en manquer des minéraux accessibles. Donc, ce n'est pas vraiment un type d'économie qu'on peut qualifier de viable à très long terme. Ça va demander des changements. Mais évidemment, l'économie circulaire, ce n'est pas apparu comme ça. OK? Il y a eu des façons de penser, des écoles de pensée qui sont arrivées avant l'économie circulaire, qui ont permis d'arriver vers le mode de pensée d'économie circulaire.
Dans les années 70, il y a un monsieur John T. Lill qui a pensé au design régénérant, c'est-à-dire comment nos systèmes de production peuvent se régénérer puis se refaire. L'économie de performance. L'économie de performance, c'est comment boucler la boucle de M. Stattel. C'est-à-dire, là, on va penser, au lieu de vendre des produits, on va vendre des services basés sur les produits. OK? Bon, c'est un petit peu dur des fois à conceptualiser, mais il y a certains modèles qu'on connaît qui se rapprochent un peu de l'économie de fonctionnalité. Comme par exemple, si je loue une voiture plutôt que de l'acheter, j'achète la fonction d'une voiture, je n'achète pas la voiture en tant que telle, j'en suis jamais propriétaire. Ce n'est pas tout à fait encore de l'économie de fonctionnalité, mais ça se rapproche de ce modèle-là. Après ça, il y a le concept de berceau à berceau, c'est-à-dire on fabrique un produit à partir de matière, puis on s'assure qu'elle revient dans le berceau d'un autre produit plus tard à sa fin de vie. Lorsque le produit est en fin de vie, on va penser comment on va le démanteler, puis ses composantes, on va les réutiliser. Il y a aussi l'écologie industrielle de M. Clift, qui lui voulait faire un mode de production basé sur des bouclages de flux de matière. C'est-à-dire, une usine rejette telle matière, est-ce qu'elle peut être prise par une autre usine plutôt que d'être mise en décharge? Donc, on essaie de combiner les productions de plusieurs usines. Comme par exemple, le premier exemple d'écologie industrielle, c'est le parc de Kahlenberg, qui est souvent cité en exemple, où est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont carrément des systèmes de transport par tuyau d'une entreprise à l'autre pour que les rejets voyagent d'une entreprise à l'autre plutôt que de se ramasser en enfouissement. Donc, les rejets sont traités comme des matières premières en écologie industrielle. Après ça, on a aussi le biomimétisme. Parce que qui dit imiter la nature pour ne plus faire de rejets, c'est s'inspirer. Qu'est-ce que la nature fait avec ces rejets? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de certaines approches de la nature puis regarder comment on produit puis se coller à des modèles qui existent déjà? Évidemment, toute cette discipline-là regarde comment on pourrait arrimer le système actuel sur la nature. Évidemment, tout ça combiné ensemble puis avec la réflexion, il y a plusieurs philosophes puis penseurs qui ont combiné tout ça. Puis ils ont créé l'économie circulaire. L'économie circulaire, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est triste. Demandez-moi pas c'est quoi la définition. Il n'y a personne qui s'entend sur la définition. Les universitaires ont toutes la leur. Les gens qui sont praticiens ont la leur. Moi, je vais vous donner ma favorite. Elle ne vient pas de moi. Elle a été faite par Fan Xiang et tirée du livre L'économie circulaire en Chine, de sa thèse de doctorat qu'elle a faite à l'Université de Troyes en 2008. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est l'économie circulaire est un système économique qui est apte à réintroduire dans le cycle de la production, de la consommation, tous les déchets, sous-produits, objets usés, qui redeviennent alors soit matières premières nouvelles, soit objets réutilisables sous forme ancienne ou réhabilités, ou encore qui sont réinventés sous une nouvelle forme. Donc, c'est-à-dire, on arrête de jeter, puis on regarde qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là pour leur donner une forme qui est encore utilisable dans le système de consommation. En fait, toutes les définitions s'entendent pour dire à peu près la même chose. On prend ce qu'on rejette, puis on retrouve comment le ramener dans le système de production et de consommation. Oups. Et l'idéal de l'économie circulaire, où veut tendre ce système-là, l'objectif, c'est d'aller vraiment vers zéro déchet. Est-ce qu'on va atteindre zéro déchet un jour? Probablement pas, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement dures à traiter. Par contre, il faut essayer de s'y rendre le plus possible. Après ça, en parallèle à tout ça, l'économie circulaire, on a eu aussi une vague qui s'appelle le développement durable. Il y a eu beaucoup d'expérimentations sur le développement durable, mais malheureusement, le développement durable, à moins d'avoir les poches profondes, puis d'avoir une façon de le financer en continu, c'est un échec. OK? Il y a des entreprises qui avaient des départements de développement durable au début des années 2000 qui aujourd'hui ont peut-être juste une ou deux personnes parce qu'ils se sont rendus compte, on a eu des problèmes financiers, on a eu des compressions, on s'est rendu compte que le développement durable, est-ce que ça paye?
Pas vraiment. Fait que, on enlève ce département-là, on enlève des ressources, on va réduire ça au minimum. Et tout ça pour venir qu'à dire que malgré tout, il y a des choses qui ont fonctionné dans le développement durable, qui aujourd'hui sont reprises dans l'économie circulaire. OK? Donc, l'échec du développement durable, ce n'est pas nécessairement un échec, c'est plus un apprentissage, il faut le voir comme ça. On a appris qu'est-ce qui était rentable et environnemental. Et c'est là qu'elle s'en va, l'économie circulaire, c'est d'arrimer la rentabilité avec des gains environnementaux. Parce que si on regarde le développement durable, tous les piliers sont égaux. On regarde le côté, les 3 piliers, environnement, social et économique, puis le développement durable dit, ça c'est tout égal, il faut les respecter les 3. Alors que l'économie circulaire, c'est plutôt dire, bien, je veux avoir un comportement environnemental, mais quel est mon retour sur l'investissement? Quel est mon gain économique qui va faire en sorte que bien, mon gain environnemental, il va se perpétuer dans le futur. Il va se perpétuer parce que je fais des profits à être environnemental. OK? C'est pas juste dire je suis environnemental pour le fun parce que c'est égal au niveau des 3 piliers du développement durable. Là, on tombe dans une logique, on fait des gains environnementaux, mais rentables. Donc, ce qui arrive, c'est quand on l'implémente en entreprise, comme c'est rentable, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Parce que les gens vont se dire, OK, si je reviens en arrière, je deviens moins environnemental, je vais perdre de l'argent. Dans le système économique, ça fonctionne, ça, perdre de l'argent. On ne veut pas perdre de l'argent, ce qui est normal. Puis après ça, bien, le développement durable versus l'économie circulaire, il y a 2 façons très distinctes de l'implanter en entreprise. Si on veut faire du développement durable, ça nous prend l'adhésion du conseil d'administration pour un changement de culture. Alors que si on veut faire de l'économie circulaire, ce n'est pas un changement de culture qu'il faut faire, c'est un changement du modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, on ne joue pas sur le même levier non plus. Comme on change le modèle d'affaires, puis si ce modèle d'affaires-là, nouveau et rentable, bien, il va y avoir une pérennité des gains environnementaux qui va devenir assurée. Puis après ça, le développement durable, ce qui fait aussi qu'il est dur de le maintenir en entreprise, c'est qu'il est intangible à mesurer. Comment on fait pour mesurer des gains sociaux? Comment on fait pour mesurer des gains environnementaux? Il y en a qui se mesurent bien, il y en a qui se mesurent moins bien. Lorsque c'est des déchets, c'est facile, on prend le poids. Lorsque c'est des rejets à l'atmosphère, là, bien, ça prend des instruments qui sont assez coûteux. Si on veut mesurer les rejets à l'atmosphère, par exemple, d'une usine ou d'un incinérateur comme celui-là de Québec qu'on a, juste mettre les équipements qu'il faut dans la cheminée, on parle d'un demi-million, d'équipements pour mesurer les rejets gazeux, puis le savoir. Ça, c'est pour les installer, puis après ça, il faut investir de l'argent chaque année pour entretenir tout ça. Donc, des fois, c'est tangible, mais ça coûte très cher avoir l'information. Alors que l'économie circulaire, il y a des expériences qui ont été faites en Chine. Le rendement moyen d'une entreprise qui s'en va vers l'économie circulaire est d'environ 20 % par rapport à une entreprise qui a un modèle d'économie standard, linéaire. Donc, on commence à avoir un payback, un retour sur l'investissement qui commence à être intéressant pour des investisseurs qui vont mettre l'argent, pas parce qu'ils croient nécessairement à l'environnement. Ils vont tout le faire en disant qu'ils croient à l'environnement, mais au final, ils vont se dire, bon, en plus, je ne prends pas de risque avec mon argent. Je vais peut-être même faire de l'argent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie circulaire, les bénéfices qu'on veut. Okay? Normalement, en développement durable, j'aurais 3 boîtes égales sur la diapositive. En économie circulaire, je vais regarder les gains économiques, après ça, les gains environnementaux et les gains sociaux. Il y en a souvent qui me disent, « Ouais, mais Frédéric, pas de gains sociaux en économie circulaire, pratiquement. Pourquoi? » Et je dis, c'est plate, mais la Chine fait de l'économie circulaire. Pensez-vous qu'ils pensent aux gains sociaux, eux autres? Oui, des fois oui, des fois non. Mais ça marche dans une quasi-dictature. Donc, en économie circulaire, les gains sociaux ne sont pas si importants que ça. Il y en a, mais ce n'est pas ce qui est mesuré en premier. Mais évidemment, faire tout ça, ça demande beaucoup de changements au niveau des pratiques industrielles, au niveau des façons de gérer des bâtiments.
là, ici, on est dans un collège. On parle de gestion de bâtiments, gestion d'actifs, gestion des déchets. Si on est dans une usine, on parle de la façon de faire de nouveaux produits et tout ça. Mais évidemment, dans chaque secteur, il y a des nouvelles pratiques à mettre en place. Comme dans les chantiers de construction, il faut voir comment on va utiliser des produits lorsqu'on fait de la construction qui sont plus efficaces au niveau de l'énergie. Générer le moins de déchets de chantier possible. Quelles sont les approches qu'on doit faire pour générer le moins de déchets de chantier? Est-ce qu'on doit changer les produits qu'on utilise actuels pour des produits qui consomment moins de ressources à faire? T'sais, on regarde, là, il y a quelques années, quand on construisait une maison, c'est drôle, je suis là-dedans, moi je suis en train de m'acheter un nouveau condo. Maintenant, on met des poutrelles ajourées. Avant, on mettait des madriers pleins. Pourtant, la poutrelle ajourée, elle a les mêmes caractéristiques que le madrier plein, mais elle consomme moins de bois. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir. Est-ce qu'il faut changer ces produits-là pour utiliser moins... est-ce qu'il faut changer nos produits pour utiliser moins de matières premières? Dans les industries manufacturières, bien là, il faut penser comment on va changer nos méthodes de production. Il y a beaucoup d'entreprises dans les années 80-90 qui ont optimisé déjà leur utilisation de la matière première. On parle de l'industrie de la découpe dans le textile, par exemple, qui ont implanté des systèmes informatiques pour faire les patrons puis les placer sur le tissu, pour avoir le moins de rejet de tissu possible. Mais c'est toutes ces stratégies-là. Après ça, on peut penser, est-ce qu'on va faire des produits qui durent plus longtemps? Est-ce qu'on va faire des produits qui se recyclent plus facilement en fin de vie, c'est-à-dire qu'on va être capable de les démonter parce que ce n'est pas tout collé? Est-ce qu'on va faire aussi des produits qui se réparent? Parce qu'il y a bien des produits aujourd'hui, essayer de les réparer, c'est pas très facile. C'est même très, très, très difficile de réparer maintenant tout ce qui est rendu électronique. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un téléphone cellulaire brisé, sûrement? Tout le monde, à peu près. Bon, il y a à peu près 10 ans, on ne pouvait pas les faire réparer, mais là, de plus en plus, il y a un réseau de pièces qui existe, puis il y a certains magasins qui se spécialisent là-dedans. C'est plate, mais allez pas au iStore parce que les autres, ça ne leur tente pas. Parce qu'ils sont liés à Apple. Apple est mieux de vendre. Mais il y a des magasins indépendants qui sont capables de commander des pièces faites en Chine, parce qu'évidemment, toutes les pièces des téléphones cellulaires ou intelligents, que ce soit Android ou Apple, les pièces sont toutes produites en Chine, et ceux qui les produisent en Chine, maintenant, on veut le filon, on va dire, on va vendre des pièces pour les gens qui veulent se réparer. Donc, on peut s'auto-réparer maintenant. Ça demande un petit peu d'habileté. Personnellement, j'ai essayé de le faire, ça n'a pas été un succès. Mais il y a des magasins qui ont pignon sur rue maintenant, qui s'adressent seulement sur la réparation informatique puis de téléphones intelligents. Au niveau des parcs industriels, on peut changer les pratiques aussi, c'est-à-dire implanter des parcs éco-industriels où est-ce qu'on va mettre ensemble des entreprises qui vont se partager les produits. Donc, une entreprise qui utilise de l'eau qui est pure peut l'utiliser une fois, puis après ça, passer l'eau qui est un peu sale à l'autre entreprise qui a besoin d'un eau aussi pour son procédé, mais c'est un peu sale, ça ne la dérange pas. Et jusqu'à temps, on peut réutiliser l'eau plusieurs fois comme ça avant de l'envoyer dans une usine de traitement. Donc, c'est des façons de boucler la boucle, ou on peut faire ça avec les rejets d'une entreprise qui peut devenir la matière première d'une autre. Produits de consommation, bien, j'ai déjà parlé de la réparation. On peut allonger la durée de vie aussi. On peut faciliter le recyclage. Au niveau général, qu'est-ce qu'on peut faire dans tous les types d'organisations? On peut améliorer la façon de s'approvisionner. On le voit beaucoup dans les approvisionnements publics. Depuis au moins 5 ans, le mot qui est populaire, c'est approvisionnement responsable. Comment on va faire des appels d'offres qui vont, je dirais, inciter les fournisseurs à améliorer leurs produits au niveau de certains aspects au niveau de l'économie circulaire, les rendre plus faciles à recycler, plus longs au niveau de leur durée d'utilisation. Mais évidemment, c'est un défi quand on est dans l'administration publique. Si on fait des appels d'offres un peu trop dirigés dans l'apparence, ça ne marche pas. Mais étape par étape, c'est possible d'augmenter, je dirais, la barre pour faire en sorte que les fournisseurs s'adaptent
puis finalement que le jeu de la compétition se fasse quand même. Puis à chaque nouvelles années d'approvisionnement, ben, on a des meilleurs produits disponibles sur le marché. Tu sais, il y a quelques années, tous les boîtiers d'ordinateurs, c'était tout du plastique vierge. Aujourd'hui, il y a certains boîtiers de gamme d'ordinateurs qu'on peut acheter qui ont des boîtiers recyclés. OK? Bien, c'est parce qu'il y a eu des rehaussements au niveau des critères d'appel d'offres. Évidemment, l'administration publique a été un précurseur. Certaines entreprises privées ont suivi. Puis là, bien, les fabricants se sont adaptés. Mais tout en arrière de ça, de dire qu'il y a un boîtier recyclé, il y a toute une chaîne de valeur économique qui s'est mise en arrière. Moi, je vais vous en parler parce que j'ai un projet actuellement que je roule depuis 1 an avec une entreprise qui fait du recyclage de décodeurs Vidéotron. Et son plastique s'en va dans les boîtiers d'ordinateurs. On va vous dire, c'est quoi concrètement, comment on fait ça? Bien, moi, je travaille avec SCT Mauricie, qui est une entreprise qui fait du démantèlement de produits électroniques en Mauricie. C'est pas ailleurs dans le monde, c'est en Mauricie. Ils me sont arrivés il y a 1 an, ils ont dit, Frédéric, on a accumulé 4 ans de boîtiers de PVC, puis on ne sait pas quoi. Excusez-moi, pas de PVC, mais d'ABS, qui est un plastique. Qui est le plastique utilisé dans les écrans, dans les boîtiers d'ordinateur, les boîtiers de Vidéotron aussi. Ils m'ont dit, bien, on voudrait trouver les façons de le valoriser puis le recycler. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont venus me voir avec ça. Bien, pas bien compliqué. On va placer des conteneurs. On va prendre des camions. Puis après ça, on va trouver c'est qui a besoin de ça. Bien, évidemment, on fait tout ça en même temps. Donc, on a réalisé avec eux autres qu'il y avait 2 qualités de plastique actuellement. Il y a ceux qui étaient trop contaminés. Donc, il y avait des contaminants qui les rendaient non recyclables. Mais ce n'est pas plus grave que ça. On sait qu'on a un contrat depuis 3 ans avec Ciment Québec. Ciment Québec utilise dans son ciment, pour remplacer le charbon, une portion de déchets qui ont une valeur combustible. Donc, nous, on a dit, bien, on va remplir tes conteneurs avec le plastique trop contaminé. On va l'envoyer chez Ciment Québec. Eux autres, ils vont le broyer. Ils vont remplacer jusqu'à peu près 40 % du charbon. Donc, évidemment, quand on regarde la chaîne économique, oups, on vient de réduire les importations de charbon. Puis comme on brûle des plastiques ou du bois ou d'autres matériaux combustibles, c'est un peu plus efficace au niveau des gaz à effet de serre. Donc, il y a aussi une réduction des gaz à effet de serre pour produire le même ciment qu'il y a 10-15 ans. Et après ça, ce qu'on note aussi, c'est que les 2 partenaires sont très contents. SCT Mauricie parce qu'il garantit à Vidéotron d'avoir un recyclage environnemental, puis Ciment Québec parce qu'il vient de sécuriser. Ce n'est pas des gros tonnages. SCT Mauricie peut peut-être envoyer 100 tonnes sur les 55 000 tonnes que peut consommer en matériaux combustibles une cimenterie. Mais quand même, ça prend beaucoup de petites sources comme ça pour alimenter puis arriver à 55 000 tonnes. Après ça, l'autre défi qu'on a eu avec SCT Mauricie, juste pour continuer à vous les illustrer qu'il y a tout un système économique qui se met en place pour arriver avec des boîtiers avec de l'ABS recyclé. Pour les plastiques qui ont une meilleure valeur, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas contaminés, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait des entreprises qui pouvaient l'exporter en Chine dans une usine à Hong Kong qui, elle, est un sous-traitant pour faire des boîtiers de plastique. Donc, eux autres, ils prennent ces plastiques-là qui ont une meilleure valeur ajoutée, qui ne sont pas contaminés. Ils sont mis en ballot au Québec, sont envoyés en Chine. En Chine, ils vont être granulés, retransformés en matière plastique équivalente à du vierge, puis ils vont être réutilisés comme matière première dans des machines pour faire des boîtiers. Puis ça, c'est probablement un des sous-traitants de Lenovo et plusieurs autres fabricants d'ordinateurs qui sont localisés en Chine. Mais vous voyez, il y a tout un système économique qui se met en place pour arriver d'un boîtier en ABS recyclé versus il y a 10 ans, on n'en avait pas. Bien, il y a toute une chaîne économique, un écosystème économique qui s'est mis en place. Même chose, comment que les cimenteries aujourd'hui sont arrivées à utiliser moins de charbon. Ce n'est pas juste Ciment Québec, il y a plusieurs autres cimenteries qui ont réduit leur utilisation de charbon. Il y a toute une chaîne économique sur les matières non recyclables, mais qui ont une valeur énergétique intéressante.
Donc, c'était pour ça que je voulais vous montrer comment l'approvisionnement changeait. Commercialisation de biens, réintroduction de matières usagées. On a pas mal abordé tous ces aspects-là en expliquant la chaîne. Efficacité énergétique, évidemment. Si on utilise un plastique recyclé pour produire des biens de consommation, ça demande beaucoup moins d'énergie que si on allait extraire du pétrole, on le raffine, puis on refait des granules de plastique. OK? Chaque étape prend de l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez, dans une raffinerie, c'est quoi le ratio pour un baril de pétrole, comment il faut en consommer? Pour faire un baril de produit fini pétrolier, ça prend 2 barils de pétrole brut. Il y en a un qui est brûlé dans l'opération pour générer la chaleur de la raffinerie. Donc, à chaque fois qu'on fait ces étapes-là, on brûle de l'énergie, c'est épouvantable. Alors, si on peut prendre ce plastique-là, plutôt que de produire du nouveau plastique, c'est beaucoup plus efficace au niveau de l'énergie. Oui. Oui. Ça avait parlé de cimenterie. Moi, c'est la cimenterie mécaniste. Oui. Est-ce que quand on l'a construit, on l'a conçu, est-ce qu'on a cherché justement à faire cette boucle? Non. Bien, non, c'est vraiment du linéaire. En fait, je vous répondrai off the record sur mon opinion sur mécanisme. C'est assez particulier comme dossier. Mais je préfère ne pas l'exposer publiquement. Mais évidemment, toutes ces meilleures pratiques-là qu'on doit implanter dans notre système de production et de consommation, c'est tout basé sur certains concepts théoriques au niveau du recyclage, de l'environnement. On parle de la hiérarchie des 3 RV souvent, mais évidemment, dans la vraie vie, on la segmente en 4 RV, mais bon, Recyc Québec parle toujours de 3 RV, fait qu'on garde ça simple. Évidemment, on veut réduire notre consommation, parce qu'à la base, ce qu'on ne consomme pas ne pollue pas. On veut augmenter la capacité que les gens ont à réparer. Puis c'est un enjeu, tu sais, quand on dit qu'on achète quelque chose, puis dans 5 ans après, il n'y a plus de pièces, on a-tu le droit d'avoir une réparation sur une durée de vie longue d'un bien? Donc, il faut favoriser la réparation, le réemploi. Réemploi, c'est-à-dire qu'un produit est en fin de vie, est-ce qu'on peut le renvoyer au manufacturier qui fait juste le réparer puis qui nous le revende dans les tablettes? Le recyclage, après ça, la valorisation. Valorisation, qui est ce que je vous ai expliqué en cimenterie, c'est de la valorisation. On ne peut plus recycler le matériau, mais ce n'est pas grave, au moins on va extraire l'énergie. Après ça, bien, au niveau de l'efficacité, on a la même pyramide inversée au niveau de l'efficacité énergétique, dans laquelle on va respecter la priorité, c'est-à-dire l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure. Donc, on essaie de réduire l'énergie qu'on consomme, on enlève les pertes. Enlever les pertes, ça, c'est l'efficacité. On essaie de faire l'utilisation la plus efficace de l'énergie possible. Et on utilise le plus d'énergie renouvelable possible. Au Québec, c'est facile à cause de l'hydroélectricité. Si on ne peut pas utiliser de l'hydroélectricité, de l'éolien ou peu importe une électricité renouvelable, on regarde c'est quoi les sources d'énergie fossile qui ont des émissions qui sont basses. Il y en a beaucoup on voit beaucoup de conversions actuellement au gaz naturel. Okay? Pourquoi? Parce que le gaz naturel est une source d'énergie efficace, plus efficace que l'électricité. Il y a des fois, on ne peut même pas s'en passer, on peut juste le faire, mais ça a moins d'émissions que le pétrole. Donc, c'est un compromis, c'est un entre-deux. Puis après ça, bien, en dernier recours, pétrole et charbon. Mais évidemment, on essaie d'en utiliser le moins possible parce que bien, on veut arrêter d'en extraire. Ah, c'est vu, j'ai... Excusez-moi? Ça dépend qui. Oui, ça dépend. Oui, bien, si on s'appelle Trump, on aime extraire le charbon. Il y a eu plusieurs électeurs dans les régions où est-ce qu'il y avait l'industrie du charbon qui a périclité sous Obama, qui ont voté pour lui parce que lui promettait qu'on réouvrirait ces mines-là. Mais bon, c'est... Dans le fond, on peut dire que les États-Unis, c'est carrément la pyramide inversée. Le dernier recours d'abord, puis après ça, on pense à réduire en dernier lieu. Non, c'est pas nécessairement la pyramide inversée. Donald Trump, il dit, c'est America First. Ah, oui. OK? Si America aurait des énergies renouvelables, il prendrait ça, mais il y a du pétrole puis il y a du charbon. C'est comme ça.
C'est une façon de voir les choses. Mais il ne faut pas désespérer. J'ai vu une citation, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça a été fait dans les années 70. Bon, je vais faire une traduction libre en français. C'était un cheikh arabe qui avait dit ça. Il avait dit l'homme est passé de l'ère de pierre à l'âge de fer, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une pénurie de pierre. On espère que ça va être la même chose avec le pétrole. On va passer de l'âge du pétrole à l'âge de autre chose, mais pas parce qu'il y a une pénurie de pétrole. Évidemment, aussi pour boucler la boucle, ça, je vais renforcer ce que je dis aussi au niveau manufacturier. OK, je répète encore, mais j'aime ça renforcer, moi. La démarche pour boucler la boucle en entreprise, dans une entreprise manufacturière, bien, elle peut se faire à différents niveaux. Puis plus on augmente de niveau, plus c'est complexe à créer, à mettre en place, mais plus tu as de la valeur ajoutée au niveau environnemental et économique. Niveau 1, c'est l'entreprise manufacturière qui va dire ben, je vais essayer juste de récupérer mes déchets de production. OK, c'est correct, c'est une première étape. Des fois, ce n'est pas possible de faire mieux que ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Après ça, il y en a qui disent ben moi, je récupère mes matériaux, mais en même temps, je vais regarder si je peux faire des produits qui ont une durée de vie plus utile. Là, on commence à penser économie de fonctionnalité. On s'en va vers l'économie de fonctionnalité qui est la dernière étape. Et la dernière étape, l'économie de fonctionnalité, l'entreprise se dit, OK, maintenant j'ai vendu des produits qui sont plus durables. Maintenant, est-ce que je pourrais arrêter de les vendre puis les louer à mes clients? L'économie de fonctionnalité, ce n'est pas juste le louer comme les voitures ou les cellulaires. C'est donner un contrat avec l'entreprise qui est utilisatrice puis dire, en plus de t'avoir de louer le bien, je vais m'engager à le réparer dans mon prix. Je vais te le mettre à jour si jamais il y a des mises à jour à faire. Et je vais m'occuper de sa fin de vie. On a plusieurs exemples de ça, par exemple. Au niveau économique, ça fait plusieurs années que ça existe. Xerox a été d'une première compagnie à aller dans l'économie de fonctionnalité. Ils ont dit, fin des années 70, début des années 80, nous, on va arrêter de vendre nos imprimantes. On va vendre des copies. On va vendre X. En fait, tu n'achètes pas la boîte, il t'amène la boîte, puis il dit ben, tu me payes tant la copie. Avec ça, ben, si elle brise, je t'envoie un technicien, puis quand tu ne l'aimeras plus, je vais la reprendre, puis je vais t'en mettre un autre. Évidemment, avec Xerox, il ne prenait pas l'imprimante, puis il ne la mettait pas aux poubelles. Il apprenait, il la nettoyait, il remettait à jour les choses qui avaient besoin d'être mises à jour, puis il s'est rendu compte, ben, le module interne là, qui copie les feuilles, OK, même si tu changes le clavier à bouton puis ça devient un écran tactile, c'est le même module encore. Donc, ils prennent des pièces puis ils les mettent dans les prochaines générations. Fait que ça, c'est vraiment une économie de fonctionnalité. Un autre truc qu'on ne connaît pas, mais qui est intéressant à savoir, les moteurs d'avion. Un moteur d'avion est fait pour 3 générations d'avions. OK? Quand... c'est qui les grosses compagnies, les motoristes? Pratt & Whitney. Tiens, un Québécois. Quand Pratt & Whitney met ses moteurs dans un avion, il dit à l'entreprise, je reste propriétaire du moteur. Donc, le moteur est mis dans l'avion. Celui-là qui opère l'avion n'est jamais propriétaire du moteur, Boeing non plus. Puis quand c'est le temps de démanteler l'avion, Pratt & Whitney vient chercher son moteur. C'est la première chose qu'il dit. Là. Démanteler l'avion, c'est moi qui viens en premier, je prends mon moteur puis je pars avec. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le réparer, ils vont le mettre à jour, ils vont changer un peu l'électronique, ils vont le mettre dans une autre génération d'avions. Donc ça aussi, c'est une économie de fonctionnalité parce que, évidemment, Pratt & Whitney s'arrange à se faire payer de façon locative plutôt que pour la vente du bien. Qu'est-ce qui existe d'autre comme modèle? On parlait d'un autre modèle, monsieur, les pneus. Je pense que c'est Michelin, c'est ça? Michelin a décidé, avec ses clients commerciaux qui opèrent des flottes de camions commerciaux, pas avec les particuliers, ça n'existe pas encore pour les particuliers, de vendre du kilométrage plutôt que de vendre des pneus. Donc, on va relever ton compteur, puis on dit tu me dois tant dessous du kilomètre d'utilisation du pneu. Puis, bien, si ton pneu a un problème, on va le réparer. S'il est en fin de vie, on va le remplacer. On va même recycler la matière du pneu. Comme ça, l'entreprise reste... C'est vraiment une économie de fonction. On vend une fonction, on ne vend plus de produits. Donc, évidemment, Michelin a un engagement à faire des produits plus durables parce qu'ils ont un intérêt économique. Xerox aussi.
Même chose pour Pratt & Whitney. C'est ça le deal. Si tu sais que tu vas relouer ton produit plus tard sous une autre forme à quelqu'un d'autre, ben tu vas faire tu vas le faire tellement durable que tu ne voudras pas le refaire 10 fois ou 100 fois. Non, tu vas dire, je vais en faire un qui va durer, puis on va le louer plusieurs fois, puis c'est pas plus grave que ça. Donc, évidemment, ça, il faut toujours le garder en tête. Plus on s'en va vers le niveau 3, plus on est proche d'une circularité économique. Évidemment, tout ça, ben, il y a des facteurs qui font que c'est facile ou c'est pas difficile, ou c'est simple ou c'est facile. Au Québec, on a certains facteurs facilitants, on en a aussi qui nous empêchent, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Au niveau des facteurs facilitants, évidemment, les entreprises se sont rendues compte qu'ils perdent de la compétitivité au Québec. Donc, de plus en plus, les dirigeants d'entreprises maturent et se disent « Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus compétitif? J'ai optimisé mes produits, je me suis automatisé. C'est quoi la prochaine étape? » Bien, souvent, ils vont dire « Est-ce que je peux commencer à avoir certains produits vendus en modèle d'économie circulaire, en économie de fonctionnalité? » Après ça, le gouvernement a mis en place certains programmes qui sont loin d'être parfaits. Ils sont plus basés sur l'étape numéro 1 de récupération des matériaux et non la troisième échelon. Le provincial, le Recyc Québec offre un programme de symbiose industrielle. Après ça, le ministère de l'Énergie, lui, offre le programme Éco-Performance. Puis après ça, au niveau fédéral, les SADC, dans le fond, eux autres veulent soutenir les entreprises qui ont des projets à vocation économique et environnementale. Donc aujourd'hui, une entreprise qui veut se lancer là-dedans peut trouver quand même plusieurs programmes intéressants. Puis après ça, bien, un autre des facteurs qui est facilitant, c'est que lorsque le gouvernement a passé une loi sur le développement durable, a obligé les ministères et organismes assujettis à améliorer leur bilan. Donc ça aussi, ça a été un facteur facilitant aujourd'hui, mais ça n'impose rien à l'entreprise privée. Après ça, il y a des facteurs qui sont contraignants au Québec. C'est-à-dire qui font en sorte que aujourd'hui, il n'y a personne qui est poussé à faire de l'économie circulaire. Ben, on n'a pas de cadre réglementaire vraiment. Là. Actuellement, il est en train d'avoir une refonte de la loi de la qualité de l'environnement au niveau du ministère de l'Environnement. La seule refonte qu'il y a dedans, c'est la refonte administrative. Comment rendre le processus administratif moins lourd au ministère de l'Environnement? Parce qu'aujourd'hui, au ministère de l'Environnement, ça coûte cher puis c'est pas vite. Mais par contre, il y a des places dans le monde qui ont commencé, eux autres, à faire des cadres réglementaires. La Chine, qui ont étudié une loi puis qui l'ont mis en application en 2009. L'Union européenne aussi qui est là-dedans à temps plein aussi. Il y en a plusieurs qui sont en route de créer une législation. En Ontario, par exemple, si on regarde le projet pour la future législation, on parle d'économie circulaire dedans, c'est nommé. Au Danemark, Pays-Bas, en Angleterre, en Suède et au Japon aussi. Après ça, au Québec, on a beaucoup d'espace. L'impact environnemental n'est pas très visible. Et si on regarde en Chine, au Japon, dans l'Union européenne, il y a beaucoup de monde puis il y a peu d'espace. Donc, comme on est obligé de se côtoyer en bons citoyens, les entreprises et les résidents, bien, ça force à se rendre vers l'économie circulaire versus que nous, bien, les lieux d'enfouissement, oui, il y a de l'opposition, mais ils sont loin, fait que c'est pas trop vu. On ne ressent pas une pénurie de métaux parce qu'on a quand même beaucoup de gisements ici. OK, donc c'est pas si de pression que ça au niveau... on ne le voit pas encore. Puis après ça, au niveau de la culture de consommation, parce que quand on a accès à trop d'eau et de l'électricité à bas prix, c'est difficile d'être efficace au niveau économique. On a tendance à abuser des ressources premières parce que, ben, c'est pas cher, donc on n'a pas les mêmes pressions qu'ailleurs à être efficace. Si on prend un programme d'efficacité énergétique au Québec, des fois, ça peut avoir un retour sur l'investissement de 20 ans. Le même programme aux États-Unis, il va se payer en 3 ou 4 ans. C'est le prix de l'énergie, la différence.
Donc, ce n'est pas des facteurs qui aident à implanter l'économie circulaire au Québec. Puis après ça, ben, il faut aussi comparer le Québec. Ben, je pense que c'est important. Par rapport au premier qui a fait l'économie circulaire, c'est la Chine. OK? On parle beaucoup de ce que la Chine fait de mal au niveau environnemental. Puis, honnêtement, ils font très mal, là. Mais ils ont commencé à faire, à certains secteurs, les choses autrement. Et ça, honnêtement, ça me fait peur. J'ai l'impression que nos entreprises ne sont pas prêtes à ça ici aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte que la prochaine compétition, ce n'est pas le cheap labor chinois, parce que le cheap labor chinois, c'est de moins en moins vrai, les salaires augmentent. Ça va être les entreprises chinoises qui sont passées en mode d'économie circulaire, qui sont devenues plus performantes que nos entreprises. Parce que les entreprises chinoises n'étaient pas performantes, là. Ils engageaient beaucoup de main-d'œuvre pas chère. C'était pas de la productivité, mais là, leur productivité, ils sont en train de la bâtir sur le modèle d'économie circulaire. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, la Chine, eux autres, ils ont embarqué là-dedans en 2000. Parce qu'ils se sont rendus compte, je pense, dans ce temps-là, c'était le G8 qu'on appelait ça. Là, en tout cas, le G machin, là, il change tout le temps de chiffre. Oui. Ah, OK, bon. Mais à l'époque, le G8, je crois, il faudrait que je revalide mes sources, mais avait commencé à parler d'économie circulaire. Puis ben, les pays industrialisés ont dit, ça, non, pas pour nous autres. Mais la Chine a dit, ben, pas grave, moi, ça me tente. Ça me tente, mais bon, si vous ne voulez pas embarquer, c'est pas plus grave que ça. Fait qu'ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé avec 8 parcs éco-industriels. Des parcs éco-industriels en Chine, c'est gros comme le Québec, là. On parle de régions qui sont très vastes. Ils ont commencé à mettre l'argent là-dedans, à mettre un support de l'État, puis à mettre les centres de recherche aussi dans le coup, les centres de recherche universitaires. Puis ils ont dit, bien maintenant, là, on va essayer d'obliger les entreprises dans certaines places à se mettre en mode d'économie circulaire, c'est-à-dire partager les ressources ensemble, partager certains coûts pour des services communs, puis s'échanger les matières résiduelles, les eaux usées de l'une à l'autre dans leur cycle de production. Puis, bien, ils se sont rendus compte que, parce que ça donne un rendement d'environ 20 par rapport à des entreprises traditionnelles, en 2008, ils ont discuté d'une loi qui a été adoptée en 2009. Mais tout ça, c'est bien facile parce que c'est une économie dirigée. Donc, la Chine a un pouvoir que les entreprises du Québec n'ont pas, le gouvernement au Québec n'a pas. Ils peuvent dire à une entreprise, toi, si tu veux t'implanter chez nous, dans mon grand pays, la Chine, bien, moi, j'ai une panoplie de parcs éco-industriels, puis moi, j'analyse ton modèle d'entreprise, tes matières premières puis tes rejets. Il faut que tu ailles dans tel parc éco-industriel. Tu n'as pas le choix, sinon tu n'auras pas de permis. Donc, on force l'implantation des entreprises au bon endroit pour permettre de faire en sorte qu'un parc éco-industriel devienne performant. Et ça, c'est vraiment le pouvoir qu'a la Chine qu'on n'a pas ici, c'est de pouvoir diriger ces initiatives-là sans tenir compte du libre marché. Il y a aussi l'échelle de production. Oui. La quantité de produits qu'ils génèrent Oui. fait que cette initiative soit moyennement vendable. C'est vrai qu'ils ont besoin de l'appui de l'État. Mm-hmm. Mais ils produisent presque 100% de manufacture en moins. Oui. Si tu veux une initiative et pour essayer de mieux gérer tes ressources naturelles, Oui. c'est le meilleur endroit au monde pour le faire. Ah, c'est clair. Parce que, Ici, c'est divers, puis la manufacture n'est pas vraiment le... ben, ce qui est intéressant en Chine, c'est qu'une région industrielle, c'est gros comme le Québec. C'est aussi simple que ça. C'est une région industrielle, c'est comme si tu prendrais tous les parcs industriels de tout le Québec, toutes les entreprises, puis tu les mettrais à une place. Nous autres, c'est tout étalé, les distances sont grandes. Donc, commencer à créer de l'efficacité, c'est difficile parce que, ben, dans un modèle économique, le transport a un gros impact économique. OK? Le transport, c'est une perte. Ça n'ajoute pas de valeur ajoutée dans un système économique. C'est prendre un produit, l'amener du point A au point B. Puis si ton point A au point B est loin, c'est plate, mais ça te coûte cher. S'ils sont proches, ben, tu as gagné parce que ben, tu n'as pas de transport pratiquement. Les coûts sont très bas. Du coup, ça. Oui. La Chine est très bonne pour appliquer les principes de l'économie circulaire
Oui, Entre les un deux. exemple de Michelin, Les deux. mettons, ton exemple Michelin dans lequel l'entreprise essaye de récupérer les Oui. produits finaux après avoir été utilisés. Là. Mhm. Est-ce que la Chine, elle fait aussi cette partie-là? Oui, parce que dans les parcs éco-industriels, si on regarde le livre de Fan Xiang, elle parle de système économique comme un système biologique. C'est-à-dire, tu as des vaisseaux sanguins, tu as ceux qui pompent l'air avec de l'oxygène, puis ceux qui retournent le sang au cœur qui n'a plus d'oxygène au poumon. Puis elle dit, tu as les entreprises qui produisent, puis ceux qui prennent les rejets des autres pollués, puis qui les purifient. Donc, tu as les deux types d'entreprises. Tu as les entreprises qui produisent avec de la matière, puis tu as les entreprises qui prennent les rejets des autres, puis qui les repurifient pour les ramener au statut de matière première. Évidemment, je ne pensais pas aller aussi loin. Je n'ai pas mis de diapositive pour montrer un schéma d'économie circulaire en Chine, mais il y a des beaux schémas qui existent. Et ces schémas-là, dans le livre de Fan Xiang, expliquent, te montrent exactement qu'est-ce qui se passe et on voit une circularité d'une entreprise à l'autre. Donc, ce n'est pas juste les intrants, c'est les extrants aussi qui sont retraités. Le meilleur exemple de retraitement d'intrants, extrants qu'il y a dans les parcs éco-industriels, c'est au niveau des services partagés. Parce qu'un parc éco-industriel en Chine va offrir des services partagés. Normalement, ils vont offrir le traitement d'eau en mode partagé. Ils vont offrir aussi la production d'énergie. OK? La production d'énergie va être faite dans un parc éco-industriel à partir des déchets. Ils vont brûler les déchets non recyclables, ils vont faire de l'énergie, puis ça va aller alimenter les entreprises. Donc, on prend un intrant qui est un rejet, on en refait un extrant qui est un produit fini, qui est de l'énergie, de l'électricité, de la vapeur ou de la chaleur, puis on l'utilise de façon industrielle. Même chose au niveau des eaux. Chaque parc éco-industriel en Chine a un traitement d'eau commun. C'est-à-dire, tu as la première entreprise qui utilise l'eau purifiée qui sort du plan d'eau. Après ça, l'eau est dégradée d'une entreprise à l'autre jusqu'à la dernière. Puis après ça, la dernière retourne l'eau dans le plan de traitement. L'eau est remise à des normes industrielles acceptables pour être réutilisée en boucle. Donc, ils sont très forts là-dessus, sur l'eau et l'énergie, pour faire un circuit qui est vraiment local. Et après ça, ça va se faire aussi sur le bouclage des produits. Qui sont revendus à l'extérieur, mais qui reviennent via différents canaux à l'intérieur du parc pour une retransformation. Pour vous dire comment la Chine est rendue forte sur le recyclage, c'est qu'aujourd'hui, si la Chine crée une législation pour améliorer la qualité du plastique recyclé, par exemple, bien, il s'ensuit une baisse du prix du plastique recyclé partout dans le monde. OK? Ça s'est produit en 2013. On a appelé ça le Green Fence. La Chine était tannée de recevoir des plastiques recyclés qui contenaient des déchets cachés. Mais évidemment, ça provient tout de l'Occident. Nous, plutôt que de se casser la tête avec les plastiques, on dit « On me sent en ballon, on vous envoie ça. » Évidemment, il y avait des gens en enfouissement qui avaient compris on peut cacher peut-être 5 % de déchets. La Chine a dit non, on est tanné, maintenant on met une barrière, on ouvre tous les conteneurs maritimes qui arrivent dans les ports, on les inspecte, puis si on trouve des déchets cachés dans les ballots, on les rejette. Ça a été une loi qui a été faite en 2012 puis appliquée en 2013, qui a eu un impact à la baisse mondialement sur le prix du plastique recyclé. Pourquoi? Parce que la Chine est le plus gros utilisateur de plastique recyclé au monde. Puis, bien, ils nous ont remis ça cette année aussi. Ils ont fait une autre loi similaire au Green Fence de 2012-2013. Puis cette année encore, on assiste au même phénomène. Le plastique d'ABS que moi je revends est passé de 220$ la tonne à 135$ la tonne. C'est pour ça que je vous dis, la Chine utilise énormément de matières premières recyclées, tellement plus qu'ailleurs dans le monde, que s'ils font ils bougent quelque chose au niveau législatif ça peut entraîner une chute des marchés. Donc, ils sont vraiment très, 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 très consommateurs de matières recyclées. Je ne sais pas si je devrais ouvrir une autre parenthèse, mais il y a une explication économique à ça. C'est le transport.
Pensez-y. Au début, la Chine envoyait des bateaux avec plein de produits pas chers. Les bateaux revenaient vides. Un jour, ils se sont dit, on devrait vendre nos retours de bateaux pas chers pour les matières recyclables. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont carrément mis une chaîne de valeur économique, dire, on envoie des biens pas chers, en grosse quantité, qui ne t'offrent pas, puis c'est pas grave, quand ils sont brisés, ils ont juste à nous les remettre les matières d'un conteneur, puis on les reprend comme matière première. Du coup, ils ont créé une route commerciale pour s'alimenter en recyclage basée sur la route commerciale des produits qu'ils nous envoient pour optimiser le retour qui était vide. C'est une autre parenthèse qui explique, je dirais, qu'est-ce qui se passe en Chine qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, on dépend à 60% de nos matières recyclées. On dépend d'eux autres pour les consommer. Ce n'est pas nous autres qui les consommons. Ils sont systématiquement envoyés en Chine parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ça. Si on compare vraiment la Chine et au Québec, aujourd'hui au Québec, on commence à faire de l'économie circulaire de façon structurée à cause des subventions de Recycle Québec. Ça a commencé en 2017. Mais le problème, c'est que le Québec, on est tellement avec des vastes espaces, on est l'équivalent d'une région chinoise, mais éparpillée, que c'est plus difficile d'optimiser à cause du transport. Aujourd'hui, on n'a même pas encore un plan de loi pour encadrer tout ça. Et bien, il y a le libre marché aussi qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de faire une concentration d'entreprises dans un parc industriel pour optimiser les intrants et les extrants d'une entreprise. Si au Québec, quelqu'un dit « J'arrive au Québec, je vais implanter une entreprise », je peux vous garantir que tous les parcs industriels, toutes les SADC, toutes les sociétés de développement économique se battent pour que l'entreprise vienne dans leur parc avec eux autres. Il n'y a personne qui se pose la question, économiquement parlant, environnementalement parlant, c'est que le parc industriel le plus favorable au Québec. Non, c'est au plus fort, là, c'est celui qui va donner le plus d'aide possible pour attirer l'entreprise chez eux. Donc, on est vraiment dans une dynamique de libre marché. Autant les entreprises sont en libre marché pour vendre leurs produits, autant qu'ils sont en libre marché pour décider où est-ce qu'ils vont s'implanter selon les aides régionales disponibles. Donc, ça permet de ne pas avoir de fil conducteur. Puis je me suis trompé ici, on n'a pas vraiment rendement moyen 20% mesuré. J'aurais dû dire rendement inconnu encore. Inconnu. Est-ce que dans une économie de libre marché qui n'a aucune loi, qui a des grandes distances de transport, on va pouvoir avoir le même rendement moyen qu'en Chine? On ne le sait pas encore aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non. J'espère que oui, parce que c'est ça qui va accélérer l'implantation. Donc, évidemment, parce qu'on s'en va vers les vacances, il faut amener des livres à la plage. Il y a quand même beaucoup de livres de référence en français. Je n'ai pas mis en anglais parce que je trouve qu'on est quand même choyé en français. Étant donné que la France est pas mal en avance parce qu'elle fait partie de l'Union européenne, puis qu'elle aussi elle est en train de regarder ses cadres législatifs pour s'arrimer à la législation européenne, bien, il y a beaucoup de livres produits en français. Tu as l'économie circulaire, l'urgence écologique, Monde en tranche, Chine en transit de Jean-Claude Lévy. Ça, je dirais, je vais vraiment du plus simple au plus élaboré. Ça, c'est le premier, je dirais, à lire parce qu'il est facile à comprendre. Il est très vulgarisé. C'est un journaliste qui l'a écrit. Après ça, tu as l'économie circulaire. Lui est très orienté sur la réalité industrielle. Il a été écrit par M. Rémy Lemoigne. Lui va expliquer comment, au niveau des chaînes logistiques d'une entreprise, on va faire en sorte de boucler la boucle. Comment on va implanter ce qu'on appelle la logistique inverse, parce que tout le monde sait c'est quoi. On fait de la logistique du transport pour amener des biens en neuf, mais comment on doit faire la logistique inverse pour ramener la matière dans les usines. Donc, lui, il regarde pas mal ces enjeux-là, comment ça doit être implanté, ce système économique-là, dans les entreprises. Il y a aussi Économie circulaire au Québec, une vidéo sur YouTube qui a été produite par Coefficience. Il y a aussi un ouvrage universitaire, mais peut-être un peu trop théorique, je le trouve un peu nébuleux, mais bon. L'économie circulaire, une transition incontournable qui a été faite par un collectif, Sébastien Sauvé, Daniel Normandin, Mélanie McDonald, à l'Université de Montréal.
Et un des premiers qui a été écrit en français, c'est L'économie circulaire en Chine par Xiang Fang. Lui est très, très, très complexe, mais très complet parce qu'on voit beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui a été fait versus les bénéfices économiques qui ont été enregistrés en Chine. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est difficile de lire un livre qui est écrit en français par quelqu'un qui, sa langue, c'est le chinois. Ils ne l'ont pas revisé, ils ne l'ont pas vraiment corrigé. Ils l'ont laissé tel quel. Donc, on a un petit exercice à faire pour s'adapter à ce style-là. Mais il est très intéressant. Mais il faut le lire peut-être 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. Oui. Vous n'avez pas indiqué les années de publication. Ce sont des publications pour ce qui est du numéro 1, numéro 2, 5 récentes? Juste pour savoir, comme ça, prenons le premier, celui qui est le Oui. plus accessible. OK. Lui, probablement 2007. Quelque part en 2007-2010. L'économie circulaire, Rémi Lemoigne, date à peu près 2014-2015. Le vidéo L'économie circulaire a été produit en 2016. L'économie circulaire, transition incontournable en 2016. L'économie circulaire en Chine en 2008. C'est vraiment le plus ancien. On n'a pas d'ouvrage très ancien en économie circulaire parce que ça existe depuis pas très longtemps. On peut dire à peu près tout ce qui existe est encore à jour aujourd'hui. Ces livres-là, bon, c'est pas parce que j'ai des préférences, mais on les trouve très peu dans les librairies. Moi, je les ai tous commandés sur Amazon. C'est là qu'on les trouve. Mais j'ai pas d'action dans Amazon. Je préfère le dire. Donc, on va y aller avec la période de questions parce que vous avez l'air très curieux. Oui. Marie-Ève, Ouais. En fait, c'est pas une question, mais plus un exemple à donner quand j'aborde le sujet ou aussi au niveau des externalités dans mes cours. Oui. Peut-être que vous avez entendu parler des concombres, des sacs tournants de Saint-Félicien. Oui. Mais bref, ce qui a été fait à Saint-Félicien, c'est une usine de pâte et papier qui rejetait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. On a capté les CO2 pour l'envoyer dans la serre, ce qui fait que la serre est plus chaude plus rapidement. Même les CO2 font pousser les concombres plus rapidement aussi. Oui. Donc, la serre est plus efficace que les centres à l'international. On est contrat avec oui, bien en fait, toutes les Subway, toutes les Sobeys. C'est un exemple qu'on présente comme nouveau, mais dans les faits, ça existe déjà depuis plusieurs années au Québec. Mais bon, ils en ont fait un gros marketing, tant mieux, parce que ça fait connaître l'économie circulaire. Il y a les serres Savoura à côté de l'usine de Elkem au Saguenay qui est sous le même mode, c'est-à-dire on chauffe les serres avec la chaleur industrielle. Mais il y a de plus en plus maintenant d'industriels, parce que ça coûte cher à cause des crédits carbone, qui doivent maintenant être achetés, qui trouvent des gens avec des serres puis leur dire « Viens sur mon terrain. Viens sur mon terrain, on va te mettre des tuyaux puis on va t'en envoyer de la chaleur. » Parce qu'on fait ça, là, on a moins besoin de crédit carbone pour compenser notre... Fait que, oui, ça existe. Ils ne sont pas les premiers. On a déjà plusieurs exemples, mais ça devient de plus en plus populaire et c'est tant mieux. Puis tant mieux s'ils l'ont diffusé. J'espère que ça va inspirer encore plus d'industries qui génèrent de la chaleur à le faire, parce que c'est pas bien compliqué. C'est juste dire, j'ai une parcelle de terrain, on invite le producteur maraîcher. On dit, là, maintenant, tu vas produire à l'année. On va t'en envoyer de la chaleur, tu vas voir. Parce que la chaleur industrielle, croyez-moi, c'est un problème, là. La légalisation du pot, oui, effectivement. Oui. J'ai bien aimé quand vous avez fait la distinction entre le développement durable puis l'économie circulaire, parce que dans ce cas-là, bon, les côtés positifs probablement ont été répandus un peu partout dans les médias, mais de manière régionale, on voit quand même que certains côtés négatifs, certains côtés qui sont critiqués au niveau social. Okay. Il semblerait que les conditions de travail sont quand même assez difficiles, que bon, les normes du travail ne sont pas toujours respectées, etc. Bon, ça varie d'une entreprise à l'autre, mais j'étais quand même contente que vous fassiez la différence parce que c'est bien au niveau
environnemental, c'est vrai qu'il y a des retombées économiques importantes pour les deux entreprises et pour la région, mais le côté social suit pas toujours, fait que ça peut être un exemple positif. Oui, ben c'est parce qu'il tient. Quand on fait de l'économie circulaire, ça ne fait pas partie de l'équation. On ne fait pas du développement durable, on fait de l'économie circulaire, ce qui est autre chose. Mais l'économie circulaire s'inscrit dans une démarche de développement durable, mais n'est pas du développement durable. C'est pas parce qu'on fait de l'économie circulaire qu'on peut dire « Ah, je fais du développement durable ». Il manque un bout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'ai une question. En fait, à Oui. Québec, on brûle nos cochonneries. En fait, vous le savez, tout ce qu'on envoie là, à la poubelle est brûlé. Je me demandais si on utilisait encore la vapeur, parce que pendant un certain temps, la Ville de Québec vendait sa vapeur. La compagnie, là, ça a changé de nom, c'est la White Birch. Oui, c'était Dakota. C'était anciennement, c'était White Birch. Ouais, Oui, c'est White Birch. Oui. Bon, est-ce que c'est encore le cas? C'en est un exemple là, d'économie circulaire? Oui, c'est je dirais, de l'économie circulaire, mais pas sa version la plus efficace, parce que le taux de récupération d'énergie à l'incinérateur est peut-être entre 20 et 30 %. Alors qu'une entreprise qui brûle du déchet comme une cimenterie va avoir des taux de rendement de 80 à 90 % sur l'énergie. Donc oui, c'est un peu de l'économie circulaire. Par contre, qu'est-ce qui explique que oui, des fois, c'est efficace ou non? Quand la White Birch ferme, la vapeur est rejetée. C'est tout. Parce qu'ils la produisent pareil. Mais la chaleur est juste rejetée. Donc, ça dépend des arrêts et de production de White Birch. Puis, je peux dire que dans le secteur des pâtes et papiers, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'arrêts de production lorsqu'il y a trop de stock ou trop de... ou qu'ils veulent que les prix montent un peu. Stratégiquement, ils vont fermer des usines temporairement. Donc, ce qui fait que, oui, l'incinérateur continue à fonctionner, à générer de la chaleur, mais l'énergie n'est pas récupérée en cas de fermeture de son principal client. Alors, mesdames et messieurs, ça mettrait peut-être fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Allons-y. Oui, il y avait quelqu'un. Oui, Michel. C'est très rapidement. On sait que l'obsolescence planifiée, c'est un modèle de croissance de toutes les entreprises, pour se maintenir du moins. Mais la seule manière qui abandonne ça et qui tombe plus en mode on a une 4RV qui prévoit des produits qui seraient rares, ça serait qu'ils passent à l'étape 3 finalement. Oui, l'économie de fonctionnalité, où est-ce qu'on vend le service et non le produit. C'est-à-dire, tu vends un contrat de service. Tu fournis un bien qui est loué, dans lequel on va insérer dans la relation contractuelle la réparation, les mises à jour, les remplacements et le réemploi et le recyclage en fin de vie. Donc, l'entreprise qui délivre le bien n'a pas juste, c'est pas juste je te donne le bien et je m'en vais. C'est une relation facturable mensuellement. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont elles-mêmes finalement en arriver là parce que c'est rentable ou est-ce qu'il va falloir soit une pression, une prise de conscience du consommateur? Est-ce que, bon, c'est une chose, il faut falloir les forcer, puis est-ce que les consommateurs sont prêts à ne plus être le propriétaire de son cellulaire, mais de voir, Ouais. je sais pas comment dire ça, Ben, ça s'échoue, on l'achète plus, si on regarde la transition qu'il y a actuellement dans le domaine de la consommation, les gens achètent de plus en plus des mensualités. Bon, ouais, on achète un paiement. Est-ce que cette mentalité-là va aider à cette transition-là? Moi, je pense que ça fait partie des facteurs qui contribuent. Mais c'est sûr qu'acheter un paiement, des fois, c'est une bonne chose, des fois, c'est une mauvaise chose. Il faut voir qu'est-ce qu'on achète dans ce paiement-là. Mais moi, je pense que ça pourrait être un facteur contribuant. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des gens qui veulent vraiment posséder le bien. Et ça, on ne peut pas leur vendre quelque chose en modèle d'économie circulaire parce que ils n'en voudront pas parce qu'ils préfèrent l'acheter le bien pas cher en disant « je vais le réparer moi-même ». Donc, moi, je pense qu'il risque d'avoir plusieurs combinaisons. C'est sûr qu'il y a des biens qui vont se vendre. Moi, je pense que c'est l'entreprise privée qui va acheter des abonnements à des services en premier parce que c'est elle déjà qui est habituée à le faire. Parce que moi, si je regarde ça au niveau d'une entreprise, j'en ai une moi-même. Si j'ai le choix entre une mensualité ou un coût unique très élevé,
si je prends la mensualité, est déductible dans mon rapport d'impôt l'année même. Si j'achète un équipement, là, il faut l'amortir avec une formule quand même assez complexe. Donc, je ne récupère pas l'année 1 tous les crédits d'impôt. Fait que, fiscalement parlant, le système favorise l'entreprise à prendre des produits de l'économie circulaire. C'est pour ça que les pneus sont arrivés pour les gens dans le commercial en premier, là, parce qu'ils savent que les entreprises ont ce dilemme-là fiscal de décider qu'est-ce que je fais avec mon amortissement. Bien, si tu loues un service, tu viens de régler le problème. Tu l'amortis dès la première année dans tes frais. Alors que si tu as acheté le bien, bien là, tu l'amortis, puis fiscalement, c'est moins rentable, puis au final, c'est moins rentable économiquement. Fait que je pense que c'est plus l'entreprise qui va adhérer vraiment en premier. Du même genre pour le consommateur. Comment on pourrait faire ça? Un incitatif fiscal pour le consommateur. Pas des mensualités plutôt que Là-dessus, je vais devoir malheureusement mettre Oui. un terme à la période Prochain de questions. OK. Alors, je remercie encore une fois notre conférencier, M. Frédéric Ricard. Et si ça peut vous consoler, mesdames et messieurs, il va demeurer avec nous pour la sémorie.